C'est parti pour ce module 5, on va parler du développement du groupe, de l'équipe, là où dans le module 3, on avait uniquement parlé du développement des individus. Donc on va passer sur une autre dimension. Ce module a été organisé selon le cycle naissance-vie-mort que l'on peut retrouver dans un groupe. Et dans cette première partie, donc concernant la naissance, il va y avoir plusieurs sous-parties avec une première qui va concerner le recrutement. Le recrutement est vraiment un sujet stratégique. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui coûte énormément même. Un recrutement, dis-toi qu'en moyenne, c'est 2 mois. 2 mois pendant lesquels la charge de travail va être prise par le reste de l'équipe. Et donc, ça a un coût, parce que derrière, tu vas avoir des équipes qui vont être plus fatiguées et qui ont envie que ça avance, ce sujet-là. Ensuite, faire un recrutement, eh bien, c'est du temps et c'est aussi un coût. Parce que tu vas peut-être faire appel à des cabinets extérieurs, c'est toi du temps que tu vas passer dans des entretiens, rédiger des annonces, tout ça on va en parler un petit peu plus tard, mais ça a un coût. Et ça a également un coût en termes de formation et de montée en compétence de la personne. Ça va nécessiter également cet investissement. Et ce recrutement, autant bien le faire parce que se tromper peut coûter très très cher. Bien, dis-toi que le coût d'un nouveau recrutement, c'est déjà celui qui a été fait multiplié par 2. Et ça va générer du mécontentement dans ton équipe et une baisse de motivation. Et donc derrière, ça signifie baisse de productivité, ça signifie absentéisme, ça signifie hausse du turnover. Et tout ça, ça génère des coûts supplémentaires. C'est pour ça qu'il est aussi important de prendre soin des recrutements. Le coût estimé d'un mauvais recrutement, c'est estimé entre 45 000 et 100 000 euros de pertes directes et indirectes. Par rapport au recrutement, 2 choses que je t'invite à garder à l'esprit. Pour éviter des erreurs de recrutement, il vaut mieux avoir des surcharges temporaires qui durent un peu plus plutôt que de se jeter sur la première personne venue et qui quelque part ne fera pas l'affaire. Ça te coûtera beaucoup plus cher dans ce deuxième cas de figure. Et la deuxième chose, c'est que le recrutement, c'est un sujet pour toi qui fait partie des urgences et des priorités. S'il y a de la prod à faire, mieux vaut que tu passes du temps sur le recrutement, c'est là où tu seras le plus utile pour ton équipe. Comment tu vas pouvoir réfléchir justement au recrutement que tu vas faire ? Il va être important de te poser les bonnes questions. Et pour ça, il va falloir être au clair sur tes besoins et les options qui s'offrent à toi. Tout d'abord, il va falloir réfléchir dans quel est le cadre de jeu qui est le tien. Tu vois, le cadre, c'est ce qui revient toujours en premier parce que c'est ce qui est vraiment fondamental à comprendre. C'est quand tu commences à jouer à quelque chose, il faut déjà comprendre les règles du jeu et pour le recrutement, c'est la même chose. Et là, il va falloir aller chercher des informations sur quel est le budget que tu vas pouvoir mettre dans ce recrutement, parce qu'en fonction, tu ne pourras pas aller chercher tous les profils disponibles sur le marché. D'identifier aussi quel type de contrat tu vas pouvoir souscrire. Est-ce que ça va être du CDI ou du CDD ou autre chose ? Quelles sont les règles qui vont être en vigueur dans l'entreprise ? Parce qu'il y a peut-être des règles qui vont te contraindre ou qui vont t'aider, et pour ça, il faut être au courant de ces règles. Et également identifier, au-delà du besoin que tu vas avoir maintenant, quels sont les besoins à long terme de l'entreprise. C'est-à-dire, il va falloir réfléchir sur cette notion de valeur dont on a déjà parlé, c'est quelles sont les valeurs recherchées au sein de l'entreprise, parce que s'il n'y a pas d'alignement, ça va être compliqué pour la personne sur le long terme. Dans la balance, il va falloir aussi mettre les besoins que toi tu as. C'est quelles sont les compétences que tu vas rechercher. Ça peut être des compétences techniques, ça peut être également de la notion de soft skill, et se poser aussi la question du diplôme. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important ou non pour toi ? Il y a plein de personnes qui n'ont pas de diplôme et qui sont bien plus compétentes que des personnes qui ont été diplômées parce qu'elles ont simplement appris par cœur des choses et qu'elles ont oubliées depuis. Il va être important aussi d'être au clair sur quel est l'état d'esprit et l'énergie de la personne que tu vas rechercher. Parce que là, il y a 2 points qui vont être intéressants à creuser, c'est de quoi a besoin ton équipe. Imagine que tu es dans une équipe avec des personnes qui ont plutôt une énergie combative, ça pourrait être intéressant justement d'amener une personne qui va être plus calme et qui va aider à poser un peu les discussions. Ou au contraire, si tu as une équipe qui est plutôt un peu tristoune, peut-être amener quelqu'un qui va avoir une énergie, un peu d'humour, un peu drôle, un peu facile à vivre, ça va aider tout le monde. Tu vois, ça va être ce genre de détail qui va permettre d'amener de la complémentarité au sein de ton équipe. Et il va être important également d'être au clair sur de quoi a besoin ton équipe pour évoluer. Imagine si dans ton équipe tu as plutôt des personnes qui ont un profil technicien, donc
très à l'aise avec les outils informatiques, mais qui d'un point de vue relationnel sont pas au top, ça peut être intéressant d'amener justement des personnes qui vont avoir cette compétence naturelle, parce que ça va jouer sur la complémentarité et ça va jouer également sur l'avenir de l'équipe en fonction de la vision qui va être posée. Et cette vision qui va être posée, va y avoir un lien justement entre ces compétences qui vont être recherchées pour ton équipe, mais également vis-à-vis des valeurs de l'entreprise. Est-ce que tout ça fonctionnera bien ensemble? Et avec les RH, il va falloir également être au clair sur les conditions qui vont être possibles. À savoir, est-ce qu'on va être sur du temps plein ou du temps partiel? Est-ce qu'il y a des possibilités de télétravail et si oui, à quelle fréquence et comment ça s'organise? Et réfléchir également aux autres avantages qui vont être possibles de proposer à la personne, que ce soit en termes de mutuelle, de parking, de je ne sais quoi, mais d'être au clair par rapport à tout ça. Une fois que tu as posé tout ça sur la table, tu vas avoir la photo de ton mouton à 5 pattes. Peut-être que tu vas le trouver, peut-être que non. Et pour ça, il va être important aussi de réfléchir en amont tout de suite sur qu'est-ce qui va être négociable, qu'est-ce qui ne va pas l'être. Ça te permettra de faire des choix de façon beaucoup plus simple plus tard. Un point important à garder à l'esprit lorsqu'on recrute des personnes, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un cadre juridique qui s'applique, et ce cadre juridique, ça va être le code du travail et le code pénal. Ces différents articles, ils sont là pour protéger les personnes de la discrimination sur tout un tas de critères. Tu vas voir par exemple le critère de l'origine, le critère des mœurs, le critère du sexe biologique de la personne, la question de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, donc qui est différent du sexe, de la situation de famille, de est-ce que la personne est enceinte ou non, de son âge, de son nom de famille, de son état de santé, de ses caractéristiques génétiques que la personne pourrait avoir, en raison d'une perte d'autonomie ou de son handicap, de son apparence physique, de son lieu de résidence, de ses convictions religieuses, de ses opinions politiques, si la personne elle a une activité syndicale ou mutualiste, si elle exerce un mandat électif, de sa capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français, de la domiciliation bancaire, de son appartenance ou présumée appartenance à une ethnie, à une nation ou à une prétendue race, d'une vulnérabilité que la personne pourrait peut-être avoir d'un point de vue économique, ou si la personne est connue pour être une lanceuse d'alerte ou en lien avec des lanceurs d'alerte. Les 4 critères qui ont un astérisque, donc le sexe, l'âge, l'état de santé et le lieu de résidence, peuvent faire l'objet d'une discrimination. Maintenant, ça reste extrêmement encadré, donc sois très vigilant par rapport à ce que tu veux faire, va bien consulter les textes de loi avant. Et la discrimination, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Au-delà de l'exemplarité morale qui est présentée au reste de la société, va y avoir aussi des sanctions au niveau de la loi. La personne qui va avoir réalisé de la discrimination dans le cadre d'une embauche, elle peut être sanctionnée jusqu'à de la prison et une forte amende. Mais il n'y a pas que la personne physique qui va avoir réalisé cette discrimination qui peut être concernée, il peut aussi y avoir la personne morale, donc l'entreprise. Les personnes morales peuvent être elles aussi condamnées à des très fortes amendes, mais en plus la décision de justice peut être publiée dans les journaux, donc je ne te raconte pas la réputation que ton entreprise va avoir et les difficultés qu'elle peut avoir derrière pour le recrutement. Tu es maintenant au clair sur ce que tu as besoin, les règles du jeu dans lesquelles tu t'inscris. Maintenant, où est-ce que tu vas chercher justement les personnes dont tu as besoin? Là, va y avoir 2 grandes voies. Va y avoir la voie interne et la voie externe. En interne, ça peut être déjà dans l'équipe. Peut-être qu'il y a une personne qui, pour le poste en question, peut être intéressée. Alors, il va y avoir un jeu de chaises musicales qu'il faudra aller compléter derrière, mais tu peux avoir cette possibilité. Tu peux aussi aller chercher dans une autre équipe. Et pour ça, il va falloir être bien au clair sur comment ça se passe, la gestion comme ça des mercatos en interne dans l'entreprise. Je te donne un exemple d'une entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Avant qu'il y ait un recrutement possible à l'extérieur, il y a une annonce qui devait être absolument faite en interne. Les personnes qui voulaient candidater, elles pouvaient le faire à partir du moment où elles avaient 3 ans dans leur poste. Et lorsque le process après a été validé par tout le monde, il y avait nécessairement 1 mois de passation entre le moment où la personne va quitter son poste et le moment où elle va rejoindre le suivant. Ça permettait un petit peu de sécuriser tout le monde. Et en externe, tu as plusieurs pistes que tu vas pouvoir explorer. Tu vas avoir peut-être ton réseau. Tu connais peut-être déjà des personnes qui pourraient t'intéresser ou des personnes ailleurs qui connaîtraient d'autres personnes.
Tu peux également avoir les chasseurs de tête, tu peux aller dans des salons qui vont être spécialisés pour le recrutement, les réseaux sociaux évidemment, toute la presse qui va être spécialisée et plein d'autres façons de faire. Et en fait, en fonction du profil que tu recherches, il va falloir cibler là où la personne a le plus de chances de se trouver. Maintenant que tu sais où chercher, il va être important de rédiger une fiche de poste pour être au clair de qu'est-ce que tu vas présenter à la personne. Et de cette fiche de poste, tu vas pouvoir après en extraire. Il y a une annonce qui va être attractive mais pas trompeuse. Quand je dis attractive, l'idée c'est que tu puisses parler des formations, des avantages que la personne pourra avoir, et également quelles sont les valeurs qui vont être vécues au sein de l'équipe dans le quotidien de la personne. Et non trompeuse, l'idée ça va être de ne pas enjoliver, de ne pas non plus mentir, et de ne pas prendre non plus les gens pour des cons. L'idée c'est de ne pas tomber dans le piège du restaurant gastronomique qui va te vendre de la mousseline de pommes de terre à la fleur de sel avec une pointe de truffe, accompagnée d'une saucisse artisanale de cochon fermier. En vrai c'est un purée saucisse, ni plus ni moins, juste dire les choses. Et ensuite, il va falloir que tu sois très au clair sur quel va être le parcours d'embauche de la personne. Est-ce que la personne elle a besoin de fournir un CV ou pas? C'est pas une obligation. Idem pour la lettre de motivation, est-ce que c'est important ou pas? Et si oui, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas fonctionner par des rendez-vous ou plutôt des journées de découverte? Est-ce qu'il y a des tests qui seront réalisés pendant l'entretien d'embauche et si oui, lesquels? Est-ce qu'il y aura des mises en situation? Et combien d'entretiens la personne va faire et avec qui? Et surtout d'être excessivement clair sur qui et comment vont être pris la décision finale. Et lors de la construction justement de ce parcours, je vais t'inviter à te mettre dans les baskets de la personne qui va se présenter pour répondre à cette demande d'emploi et te dire mais est-ce que moi j'ai envie de vivre le parcours tel qu'il m'est proposé? Parce que les parcours où les personnes elles vont rencontrer 15 000 personnes, où elles vont avoir des délais de réponse importants, elles vont passer 15 000 tests, pour au final ne pas avoir de réponse, ça peut être assez décourageant. Donc il vaut mieux être très au clair pour pouvoir justement le communiquer à la personne lorsqu'elle viendra. Tu vas avoir reçu des candidatures, tu vas en retenir certaines, tu vas convoquer la personne. Donc tu vas faire passer des entretiens, peut-être d'autres personnes dans ton entreprise comme les RH, peut-être ton propre manager ou des gens de ton équipe, à toi de voir ce qui va faire du sens. Mais concernant l'entretien que toi tu vas faire passer, je t'invite à suivre la marche suivante. Commence déjà par accueillir la personne à l'heure, de la mettre à l'aise et également de lui poser le cadre de l'entretien. Quelle durée, comment ça va se passer après, bref, déjà quelque part tu la rassures et tu la mets dans de bonnes dispositions. Et en fonction de la dynamique que tu as envie de mettre, je t'invite à revoir la vidéo bonus du module 3 sur comment se placer lors des one-to-one. Une fois ce cadre posé, je vais t'inviter maintenant à laisser la personne parler, dire ce qu'elle a envie de te dire par rapport à l'annonce, peut-être pourquoi elle a postulé, etc. Mais laisse-lui vraiment la parole pour qu'elle puisse dire ce qu'elle a besoin de dire. Une fois que la personne, comme ça, elle a pu dire ce qu'elle a besoin de dire, je t'invite à aller présenter le poste. Et une fois que tu as fait cette présentation, de compléter par du questionnement. Toi, ça va te permettre d'aller chercher ses motivations, ses valeurs et ses compétences. Et si la personne ne pose pas de questions, invite-la à poser des questions. Le but, c'est qu'elle aussi, elle puisse justement comprendre quels vont être les enjeux, qu'elle puisse aussi s'intéresser un petit peu à la chose. Un entretien d'embauche, c'est pas une discussion normale que l'on a tous les jours. Donc les gens, ils peuvent subir de la pression assez importante à ce moment-là, donc autant la mettre dans des bonnes dispositions, la personne, faciliter les choses, lui rappeler justement qu'elle peut poser des questions parce que, pris dans le stress du moment, elle peut avoir oublié ou ne pas oser. Et puis une fois que l'échange comme ça il est terminé, tout le monde a pu répondre aux questions de tout le monde, il va être important de conclure l'entretien. Et conclure l'entretien, ça veut dire que si toi déjà tu sais que c'est mort pour la personne, fondamentalement c'est pas la peine de lui dire on vous écrira. C'est donne-lui la réponse et surtout explique-lui pourquoi cette décision. Ça peut être parce que la personne elle n'a pas les bonnes compétences, parce que ceci, cela, mais explique-lui pourquoi. En faisant toujours attention de bien être dans le cadre de la loi et de ne pas écarter une personne pour une cause de discrimination qui peut être répréhensible. Et si tu as un doute, si c'est une porte ouverte, une option, dans ce cas-là, bien lui expliquer quelle va être la suite du process. Est-ce qu'elle va devoir patienter? Et si oui, combien de temps? Est-ce qu'elle va voir d'autres personnes? Et si oui, dans combien de temps? Etc. etc. Le but, c'est de baliser le plus possible pour que la personne vive une expérience de recrutement qui soit la plus claire possible.
Rappelle-toi que la personne en face de toi, à ce moment-là, c'est peut-être la future personne qui va être dans ton équipe. Et si la première expérience qu'elle a avec ton entreprise, elle se passe pas très bien, elle est désagréable, elle n'est pas claire, ça va pas forcément lui donner envie justement de s'investir pour la suite. Quelques petites astuces également à utiliser pendant tout le long de l'entretien, ça va déjà être pour toi d'utiliser l'écoute active. Alors l'écoute active, le but c'est que tu puisses être à l'écoute et observer tout ce qui se passe. Écouter, c'est pas que avec ses oreilles, c'est vraiment d'être à l'écoute de la posture de la personne, de ce qu'elle dégage, de son timbre de voix, de l'ambiance générale qui se dégage. Bref, d'être vraiment à l'écoute de tout ça, et pas uniquement des mots. Je t'invite également à poser des questions ouvertes pour inviter la personne à parler et également des questions fermées lorsque tu as besoin de cranter certains éléments. Et si jamais, lors de l'entretien, il y a des choses qui ne te paraissent pas claires, que tu as un doute, pose-le sur la table, demande à la personne. Elle seule pourra te valider clairement les choses. Dernier point, il y a des personnes qui aiment bien utiliser lors des recrutements des tests du style la tasse à café. Alors, le test de la tasse à café, ou assimilé, l'idée c'est tu offres un café à la personne et tu vas voir comment elle va se comporter après avec sa tasse. Est-ce qu'elle va l'emmener pour être nettoyée? Est-ce qu'elle va lui demander ce qu'il faut en faire à la fin? Ou est-ce qu'elle va la laisser négligemment? Et quelque part, elles vont utiliser ce critère comme un critère de jugement de la personne en face de soi. Moi, je suis très méfiant vis-à-vis de ce type de test parce qu'on n'est pas dans un contexte normal. Là, la personne, elle est sous stress, elle est mise sous le feu des projecteurs, elle va être jugée. C'est vraiment une position extrêmement désagréable, faut pas l'oublier. Donc pour moi, c'est pas un vrai critère parce que ça veut pas dire que la personne, dans son quotidien, elle va se comporter autrement. Deuxième point d'attention, j'en ai déjà parlé, mais ça fait jamais de mal, c'est fais attention à l'aspect discrimination parce que ça peut te coûter cher et ça peut coûter cher également à ton entreprise. Et la personne qui va la subir, ça va juste être horrible pour elle. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.